Salut à tous. Il y a 4 mois, je créais mon compte Twitter par curiosité. J'avais beaucoup entendu parler de ce réseau. Je savais que c'était un réseau qui était assez viral. Et je entendais comme définition que c'était la poubelle d'Internet. Alors curieux comme je me suis dit à un moment donné, plutôt que d'avoir une idée fausse du truc, autant aller voir par moi-même ce que c'est réellement. Donc j'ai créé un compte et je me suis un peu baladé dessus. La première chose qui m'a fait coller, c'est la façon dont les gens s'expriment. J'espère, j'imagine, que la majorité des gens qui utilisent Twitter ne se comportent pas de cette manière-là dans la vraie vie. Je dirais même que dans ma vie, la façon de s'exprimer sur Twitter, cette manière agressive, polarisée, insultante, irrespectueuse, que j'ai pu trouver assez souvent sur ce réseau, je ne la trouve quasiment jamais dans la vie. Il y a quelques cas, de temps en temps, des gens... mais ça reste assez rare. Et c'est particulièrement vrai dans des régions comme celle dans laquelle je vis, où on a une faible densité de population, et les villes autour de nous sont en gros des villes de 3500, 4000 habitants. Donc ce sont des villes assez paisibles, les relations entre les gens sont assez apaisées. Il y a des accros bien évidemment, mais globalement on est tranquille. Et les gens s'expriment tranquillement même s'ils ne sont pas d'accord. Sur Twitter, c'est pas du tout la même chose. Et quand je vois la quantité de drama et que je regarde un peu leur structure, comment ils sont, les déclencheurs et comment ils sont gérés, comment la différence, enfin tous les événements qui s'enchaînent, ça me fait vraiment penser à une cour de récréation avec des surveillants qui sont sur leur téléphone et qui interviennent juste de temps en temps. La modération est quand même assez succincte sur Twitter. J'ai vu passer des choses qui m'ont fait halluciner. Donc, par contre, je retrouve à peu près toujours les mêmes schémas. C'est-à-dire qu'on va partir d'un sujet très, très clivant. Ça va démarrer la plupart du temps de personnalités publiques, de vidéastes, d'influenceurs, mettez le terme que vous voulez derrière, même des politiques. Et plutôt que d'argumenter réellement, plutôt que d'avoir un débat construit, immédiatement, les protagonistes se sentent agressés. Alors je le remarque dans le biais de la critique, déjà sur cette vision-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un va s'exprimer, si quelqu'un le contredit, même si c'est argumenté, l'autre le prend tout de suite pour une agression. Ce qui est dans la vie, normalement, c'est pas le cas. Hein, quand on discute avec quelqu'un, quand il nous donne des arguments, on essaye de les contrer, on l'insulte pas tout de suite. Et puis, il y a le phénomène de meute. Le phénomène de meute qui fait qu'il y a tellement de gens qui prennent position, qui vont s'exprimer, et même si chacun y met son petit coup de pique, il y a cet effet de meute qui fait que ça se transforme rapidement en vague. Et les discussions sur des sujets complexes, sur Twitter, sont difficiles, simplement par rapport à la structure même du réseau. S'exprimer en 280 caractères, arriver à synthétiser une idée sur 280 caractères, c'est un exercice qui est très complexe. Et pour des idées qui sont elles-mêmes très complexes, des fois c'est mission impossible. D'où le fait d'avoir plusieurs tweets les uns derrière les autres pour arriver à être un peu plus précis. Mais globalement, les gens répondent sur un seul tweet. Et quand on aborde des sujets qui sont complexes, on est obligé de les synthétiser, des fois même à la caricature. Alors, à la base, la synthèse est un exercice compliqué. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, qui n'y arrivent pas, par manque d'entraînement, hein, pas par manque d'intelligence. Et donc ça crée des positions et une vision du débat qui est extrêmement binaire. Je fais un petit cut parce que en revisualisant la première prise, je me suis aperçu que j'ai oublié une chose, un facteur que je trouve assez important par rapport à Twitter. C'est l'écart de représentativité qu'on peut avoir sur le réseau par rapport à la réalité des choses. Des mouvements idéologiques, politiques ou autres, minoritaires dans la vraie vie, vont avoir une visibilité énorme à travers ces réseaux. Et ils peuvent, sur la durée en tout cas, donner l'impression que ce sont de véritables phénomènes de société. Alors, sans minimiser la cause et les valeurs qui peuvent être portées, je ne prends pas position là-dessus, c'est pour ça que je reste très vague.
parce qu'il faudrait détailler chaque chose, et que c'est pas mon propos dans cette vidéo. Mais en tout cas, je trouve que Twitter est un amplificateur à ce niveau-là. C'est-à-dire que sur des causes extrêmement minoritaires, alors je vais revenir encore une fois sur les trans, même si ce sujet commence à me gonfler, il ne représente que 0,1 maximum % de la population, et on n'entend parler que d'eux. Donc je pense que c'est un phénomène d'amplification, un phénomène de société qui est relativement marginal finalement, qui concerne peu de personnes, mais qui prend une ampleur énorme grâce aux réseaux sociaux. Alors, je vais citer quelques exemples là de dramas qui sont récents, je ne vais pas rentrer ni les détailler, je vais pas rentrer dans les détails, juste essayer de mettre en évidence deux, trois points. Le premier drama, je vais prendre les dramas actuels. Alors, récemment, j'ai vu que Débunker des étoiles pointait une nana. Alors, je connais pas les deux. Hein, Débunker des étoiles, de temps en temps, il apparaît dans ma timeline. Je le suis pas. Je ne suis pas non plus sa protagoniste. Mais il dit, ok, non content de subir un harcèlement quotidien et violent, des complotistes en tout genre, ça j'ai l'habitude, je gère. Une personnalité de l'anti-complotisme menace de porter plainte contre moi pour harcèlement, alors que c'est elle qui parle de moi sans arrêt. Vous lirez le tweet en question. Et donc, on a la réponse de la personne qui lui répond, en gros, la même chose. On est vraiment dans une dispute de cours de récréation, d'autant plus qu'apparemment, ils sont dans le même camp à la base. Donc Marie Pelletier, par ailleurs, bien évidemment, je dépolitise pas tout cela. On a marqué un énorme point en mettant à jour le caractère masculiniste de la campagne pro-Depp. Pro-Depp. Ah, c'est Johnny Depp, je suppose. Je pense. Donc bon. Effectivement, moi j'ai jamais lu ni Gala ni Voici, ce genre de débat ne m'intéresse pas du tout, en fait. Sur un autre plan, vous avez le drama dans lequel, là pour le coup, je suis impliqué un peu, à mon niveau seulement, puisque je ne dispose que d'informations publiques, j'ai pas d'informations autres. Mais c'est le drama avec Chazelle, avec Psychodélique, les Voxmakers, MJ Fermella, etc. Vous avez la même chose avec Zioclo et Franck Busset, si je me trompe pas de nom. Lui aussi, je le connais pas, mais bon, le peu que j'en ai vu, je pense qu'on sera jamais potes. Zioclo me fait rire, mais par moment. Je suis pas non plus d'accord avec tout avec lui, mais bon. Et j'en passe. Donc on a ce genre de dramas qui sont finalement des dramas, certes, de société, mais qui sont des petits dramas. Et puis, on a des personnalités publiques qui sont de plus grande importance. On va avoir, par exemple, la situation sur Dora Muto. Donc ça, c'est en gros ce que j'ai trouvé en tapant son nom, simplement, sur Twitter. Et elle se ramasse une grosse shitstorm, simplement pour sa position qu'elle a prise à la télévision, par rapport aux trans. Je vais pas reparler du truc, hein, j'en ai assez parlé. Donc, elle s'exprime, et tout de suite, elle se prend une vague. En plus, la vague, la plupart, n'apporte pas grand-chose au débat, en fait. Elle défend, elle, sa cause politique. Cette jeune femme, moi, je peux pas lui jeter la pierre là-dessus. Le problème du droit des femmes, du respect des femmes, c'est un problème qui est réellement inhérent à notre société. Et c'est compliqué, ça fait des décennies qu'on en parle, ça fait des décennies qu'on essaie d'améliorer les choses. Ça s'est amélioré, puisque déjà dans la loi, l'égalité est faite, mais la société n'a pas encore suffisamment évolué. Donc elle mène ce combat-là. Et les réponses tout du moins les commentaires qu'elle prend, c'est quasiment que de l'insulte, de la menace, du harcèlement, ce genre de choses. À l'opposé, on va avoir cette fois-ci notre chère Sandrine Rousseau, avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Cela dit, je ne pense pas que être en désaccord avec quelqu'un implique de la harceler, de la menacer, de l'insulter encore une fois. Alors elle, en tant que femme politique, je dirais que le cadre est un petit peu différent, dans la mesure où ce genre d'attaque verbale, voire même physique, font quelque part un peu partie du rôle. Je ne dis pas que c'est bien, mais
les hommes et les femmes politiques sont particulièrement exposés, déjà par rapport à leur exposition médiatique et à leur notoriété, mais surtout par rapport au fait qu'eux peuvent agir, contrairement à tous les autres. C'est-à-dire que quand on mène des campagnes sur un réseau, on peut peut-être agir sur le plan des pétitions, des manifestations, ce genre de choses, mais c'est compliqué. Un politique, lui, il a quand même un morceau du pouvoir dans ses mains. Donc, là encore, la plupart du temps, quand elle se fait recadrer, elle se fait rarement recadrer sur le fond de son propos, mais la plupart du temps sur des attaques personnelles, des insultes, ce genre de choses. Sur le fond du propos, même quand c'est le fond qui est attaqué, la forme n'est pas toujours bien. Hein, même Étienne Klein a fait un tweet dernièrement, pourtant j'aime beaucoup Étienne Klein. Je comprends que ça le fasse un peu rager que Sandrine Rousseau ait des positions et raconte beaucoup d'âneries. Oh, Marine, ça fait peur quand on n'est pas prévenu là. Donc, qu'elle ait des positions qui soient, ou qu'elle colporte des informations fausses. Je reviendrai sur les Verts dans des vidéos futures. On a beaucoup à dire justement sur leur désinformation, mais c'est un autre sujet. Il faut attaquer le fond, pas la forme. Je pense que, bien que je sois par exemple souvent pas d'accord avec Sandrine Rousseau, je pense pas que ce soit à la fois intéressant et à la fois judicieux de l'attaquer. Emmanuel Macron... Bref, de l'attaquer sur sa personne. Alors, si vous êtes vraiment intéressé par les dramas, je vous invite à aller voir la chaîne de Psychodélique, d'Ali Bourdin Investigation, sa série. Il y a des centaines de milliers de vidéos. C'est un youtubeur très prolifique. Vous aurez pas mal de résumés là-dedans. Moi, je ne vais pas le faire. Je laisse ce travail aux professionnels. La chose qui m'intéresse en parlant de ça, c'est la question que je me pose par rapport à la virtualité du réseau et son impact dans le réel, mais surtout sa virtualité. Je me pose la question, est-ce que Twitter et les réseaux sociaux en général sont plus ou moins des exutoires où les gens vont pouvoir déverser leur rage, sortir du cadre des filtres sociaux que l'on a, des filtres de politesse et de respect qu'on a dans la vie réelle, et donc utiliser ces réseaux-là comme un exutoire, et donc être moins violent dans la vraie vie, ou est-ce qu'au contraire, ces réseaux amplifient le problème, ou alors est-ce que c'est une situation un peu des deux? Je vous avoue que j'ai à peine survolé le sujet, j'imagine qu'il y a déjà des études, et vu la qualité des commentaires que j'ai eus sous mes vidéos précédentes, n'hésitez pas, si vous avez des informations qui vont vers des études de sociologie ou des études d'impact psychologique sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse d'avoir des données qui sont fiables. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me poster ces informations-là, je les lirai, je lis tous les commentaires. J'ai pas le choix, j'ai pas de modérateur, moi. Et puis on n'est pas assez nombreux. Donc j'ai le temps de lire, de vous lire, j'ai le temps aussi de répondre la plupart du temps. Donc j'essaye de le faire tant que vous n'êtes pas encore trop nombreux pour que je puisse ne plus le faire. N'hésitez pas à me donner ces informations-là. Je me pose vraiment cette question, sincèrement. Est-ce que ces réseaux-là peuvent être un exutoire? Parce que finalement, la violence qu'on a à travers ces réseaux, c'est une violence qui est psychologique. Ce sont des mots. Quelque part, on a aussi la possibilité de fermer nos mails, de couper Twitter, de couper les notifications, et ce genre de choses disparaît. Même si ça a aussi un impact dans la vie réelle. Il y a des vidéastes notamment qui ont perdu leur partenaire, ça peut avoir un vrai impact dans la vie réelle. Les campagnes de harcèlement notamment sur des jeunes fragiles qui peuvent être poussés au suicide ou ce genre de choses. Donc on a un impact concret, négatif, réel, ça on le sait, mais à plus large échelle, je veux dire, parce que ces impacts-là sont des impacts quand même assez... Il y a peu de gens, finalement. À plus large échelle, quel est son impact réel? Est-ce qu'il est négatif, positif, mitigé? Voilà. Est-ce que ça peut servir d'exutoire et ne pas rentrer dans la violence en réel? Parce que finalement, s'engueuler sur un réseau, on n'a pas le filtre de la personne en face, on est à travers un écran, on a un sentiment d'être anonyme.
Il n'y a pas les échanges avec tout le langage corporel, les postures qu'on peut avoir. Donc, est-ce que ça peut permettre, en vidant son sac sur ce genre de réseau, d'apaiser ensuite la vie réelle, ou pas? Je vais arrêter de tourner en rond sur la même question. Et cette question-là, elle m'appelle juste à un commentaire. Il y a de cela... En 1967, c'est un article que j'ai trouvé dans Le Parisien. En 1967, il y a eu le dernier duel entre deux députés. C'est assez rigolo. Ils n'étaient pas d'accord, ils se sont insultés à l'Assemblée nationale, et puis ils se sont battus à l'épée. Au premier sang, hein, ils ne se sont pas tués. Donc... Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Arbitre, M. de Lipovski. Offensé, M. René Ribière, député 5e République du Val d'Oise. Insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Donc, comme je vous mets le lien, vous irez le voir si ça vous intéresse. Et c'est marrant, bon, il a choisi l'épée comme pour laver son honneur. Valait mieux, s'il prenait les armes à feu, c'était pas au premier sang. En tout cas, son protagoniste, là, c'était Gaston Defferre. C'était le maire de Marseille quand je suis né. Il a été maire encore pendant un moment. Moi, j'étais trop petit pour m'occuper de politique. Mais c'est rigolo de voir ça, moi, je trouve. Parce que, bon, vous avez dû voir passer cette information. J'imagine que les médias en ont parlé. Mais quand il y a eu le débat sur les retraites et que ça devenait houleux et que ça s'engueulait à l'Assemblée, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Hein, souvenez-vous qu'il y a 200 ans, sur la Première République, après ça a été à la guillotine que ça s'est réglé. Donc la violence au sein de la politique, c'est quelque chose de très commun. Le XXe siècle, enfin le 19e et le XXe siècle sont remplis d'exemples dans tous les pays de violence politique. C'est d'ailleurs comme ça, et à cause de ça, je pense que pas mal de partis extrémistes au XXe siècle ont pu avoir le pouvoir et faire tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez la réponse à la question que je me pose. Moi, je n'ai pas de réponse pour l'instant, donc je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis je vous dis à la prochaine pour un autre sujet.